Chahut Média. J'ai un peu des scrupules à parler de ce qu'a vécu notre mère. Je me sens un petit peu imposteur parce que j'ai pas vécu ça. Et puis je peux pas en parler avec la même conviction que notre mère. Je continue à vouloir épargner un peu mon fils. On n'a pas cette idée de poursuivre la mémoire au sein de ma famille en tout cas. Quand on s'est lancé dans cette enquête, on ne pensait pas qu'elle durerait aussi longtemps. Presque 1 an. Alors qu'on se comprenne, on a fait plein d'autres choses pendant cette année avec Chahut Média. Mais le sujet de ce podcast, l'accueil des réfugiés en Suisse romande durant la Seconde Guerre mondiale et puis un petit peu après aussi, c'était dans nos têtes constamment. À travers lui, notamment, on se mettait à regarder l'actualité autrement. C'est un sacré défi que le Conseil fédéral a lancé à son ministre Beat Jans, économiser 700 millions de francs dans l'asile d'ici 2028. On ne se lance pas dans l'écriture d'une telle série parce que le sujet nous plaît ou parce qu'on est féru d'histoire, mais parce que les questions qu'elle soulève résonnent chez nous de façon très intime. Parmi ces questions, comment se transmet la mémoire de l'exil ou de la déportation ? Et qu'est-ce que cette mémoire fait à celles et ceux qui la reçoivent ? Et j'ai compris petit à petit, parce qu'elle me l'a plus ou moins expliqué, que le retour avait été une chose difficile. Alors on vous propose cet épisode en forme d'épilogue. Ici, pas d'experte ou d'expert, pas d'analyse. Plutôt on vous livre une parole intime, celle de ces filles et de ces fils de déportés de la résistance française qui ont accepté de nous recevoir et de répondre à nos questions. Vous écoutez À la frontière, une série documentaire podcast Chahut Média, Carole Harari, David Brun-Lambert. Épilogue. On n'en parlait jamais. Alors, présenté, je suis Patrick Rouget, je suis à la retraite. Donc, le fils de Noëlla Rouget qui a été hébergé en Suisse après la guerre. Et je dis des fois en riant, quand on évoque des problèmes de causalité, que c'est grâce à Hitler que j'existe. Retracez pour nous brièvement peut-être le parcours de résistante de votre maman. Comment elle est entrée dans la résistance ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors elle avait une 20aine d'années. Elle était furieuse de toutes les privations de liberté qui existaient à Angers, et tous ces panneaux écrits en allemand, etc. Elle voulait faire quelque chose déjà. Et ensuite elle a rencontré son copain, Adrien. Elle est rentrée dans la résistance. Et puis elle transportait des documents, même des armes des fois, sur son vélo. Elle sera arrêtée. Ouais. Dans quelles circonstances ? Peut-être que vous pouvez le raconter. Alors elle a été arrêtée, justement c'est Jacques Vasseur, celui pour lequel elle a demandé la grâce par la suite, qu'il a arrêté avec des sbires. Mais elle a été arrêtée et ils sont venus perquisitionner chez eux. Heureusement son frère... À propos de frère. Ouais. Monsieur. Bonjour. Salut. Noëlla Rouget, c'est la résistante qui a fait gracier son bourreau, un certain Jacques Vasseur. Un collabo finalement retrouvé après une cavale de 17 ans passée dans le grenier de sa mère et qui a été condamné à mort à l'issue de son procès en 1965. Noëlla Rouget est intervenue directement auprès du général de Gaulle pour sauver celui qui avait exécuté son fiancé. Un geste qui fit la légende d'une femme au destin extraordinaire.
C'est une chose que je porte en moi, le respect de la vie humaine. Et c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Mais revenons au récit posé par ses fils, Patrick et François Rouget. Arrêtée en juin 1943, Noëlla Rouget est détenue à Compiègne, puis déportée au camp de concentration de Ravensbrück en janvier 1944. Elle y fait notamment la connaissance de Geneviève de Gaulle. Libérée en avril 1945, elle part peu après en convalescence en Suisse romande, à l'initiative de Geneviève de Gaulle. Et tout cela, l'accueil en Suisse romande d'anciennes déportées françaises de la Résistance, c'est l'objet du premier épisode de cette série podcast. On vous y renvoie. Au repos à Châteaudet, Noëlla fait alors la connaissance de son futur époux, se marie peu après, s'installe à Genève, devient mère et reste en contact avec ses ex-camarades de détention. Donc elle a gardé des liens avec ces femmes avec lesquelles elle a vécu aussi à Ravensbrück, entre autres Geneviève Antonius de Gaulle et Germaine Tillon et bien d'autres encore qui venaient chez nous d'ailleurs. Et pour elle, c'était luxueux de recevoir ces gens-là chez elle. Et François Rouget. Il y avait des traditions, fumer des Marlboro, des verres de whisky, des choses comme ça. C'était. Il y avait une espèce de complicité qu'on retrouvait entre elles que jamais. Notre mère était tout à coup épanouie et détendue quand elle était avec elle. Elle rigolait, etc. Alors qu'avec nous, c'était plus pesant, je veux dire. Même si elle faisait tout son possible pour être une très bonne mère, comme toutes les mamans, mais on sentait qu'il y avait une complicité avec ces femmes qui était vraiment sans commune mesure avec celles qu'on vivait avec elles. Parce qu'en fait, elle souffrait énormément des crises d'angoisse, des crises de nerfs presque, je dirais des crises de nerfs. Et nous, on ne comprenait pas ce qui se passait. Il y avait notre papa qui protégeait notre mère. Et nous, on était un petit peu mis de côté dans ces moments-là. Et donc, il y avait des hurlements la nuit. Nous, on était très angoissés. On ne comprenait pas ce qui se passait vraiment. Ce qu'on essaie de comprendre, Carole et moi, de façon très modeste, c'est ce qu'a vécu votre mère, et ainsi que d'autres déportés de la Résistance, dépasse la compréhension. Ouais. Comment est-ce que vous avez pris conscience de ce qu'elle avait vécu ? Comment est-ce que vous avez pu rentrer en dialogue avec votre mère pour en parler et comprendre ce qui s'était passé ? Très très tard, c'était même après l'affaire Pachou. L'affaire Pachou, c'était en 80. C'était quoi l'affaire Pachou ? Une négationniste, une enseignante vaudoise à Lausanne, qui niait l'existence des chambres à gaz. Extrait de la lettre ouverte rédigée par Noëlla Rouget à l'endroit de Mariette Pachou, publiée dans la Gazette de Lausanne le 20 août 1986. Le titre de cette lettre: Croyez au moins en la parole des témoins. Française d'origine, suisse par mariage, j'ai été arrêtée par la Gestapo en France en tant que résistante. Après quelques mois d'emprisonnement, j'ai été déportée au camp de Ravensbrück. J'aurais aimé avoir vos doutes, madame. Quand le sinistre SS Pflaum, chargé de la sélection pour la chambre à gaz, nous faisait sortir du bloc en hurlant « Appel, Raus !» et que, terrorisés, nous nous retrouvions alignés devant lui, attendant que, passant dans nos rangs, il désigne d'un doigt justicier celle qui, parmi nous, serait destinée à la liste noire. Avoir vos doutes quand le lendemain revenaient au camp les vêtements avec les numéros de nos pauvres disparus. C'est avec une intense émotion que j'ai écrit ces lignes. Elles ont fait ressurgir en moi les instants dramatiques de la sélection qui hantent encore mes nuits et fait défiler en ma mémoire tant de visages amis emportés par les camions maudits. J'ai le pénible sentiment que par vos dénégations, mes infortunés camarades sont assassinés une deuxième fois. Même après l'affaire Pachou, même quand elle luttait pour cette affreuse dame,
Je crois qu'on n'était pas vraiment au courant de ce qui s'était vraiment passé. Ouais. On n'en parlait pas en famille. Non. Alors on était au courant qu'elle a vécu des drames énormes parce qu'elle avait des cauchemars, elle rêvait la nuit, elle se réveillait en sueur et en pleurant. Patrick Rouget. Et il y avait une espèce de mystère là autour. Mais c'était de l'ordre de l'indicible, effectivement. Quand elle en parlait, elle, à des gens, elle a vite renoncé parce que les gens disaient qu'ici en Suisse, on a aussi été privé de nourriture, on a aussi souffert. Donc il y a une question de proportion, d'échelle, de souffrance qui était ce qui l'empêchait de parler. Alors à nous, je pense qu'elle voulait aussi nous épargner, en fait. C'est ça le drame, quelque part. Souvent, on pense bien faire en protégeant, en ne posant pas de questions, en ne voulant pas qu'elle soit trop exposée. Est-ce que, en effet, j'imagine que c'est un double effet, ça l'a sans doute préservée, et en même temps, il y avait peut-être une souffrance de ne pas pouvoir parler. Et est-ce qu'au moment où elle l'a fait, ça a été aussi pour elle réparateur et une forme de thérapie? Alors oui, à l'extérieur, mais à nous, elle a toujours dit que les étudiants des écoles en savent plus sur ce que j'ai vécu que mes enfants. Ça vous montre à quel point elle nous épargnait, entre guillemets, elle voulait pas. Et nous, quand on faisait des bêtises, entre guillemets, ou quand on ramenait une mauvaise note, et qu'on la faisait souffrir, on s'assimilait facilement aux méchants nazis, etc. On avait une culpabilité très forte parce qu'on la faisait pleurer comme dans ses rêves où elle cauchemardait, etc. Alors on était très vite coupables, on se sentait très vite coupables. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, tout à fait. Patrick et François, vous avez quel âge au moment de l'affaire Pachot? J'avais 30 ans. J'avais 24. J'étais pas dans l'histoire avec Madame Pachot parce que j'étais dans c'est mon enfance un peu perturbée par rapport à ma mère. Mon frère s'en est sorti grâce à la psychologie, ce qui était toujours, d'accord. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça a permis d'extérioriser beaucoup de choses. Oui. Et moi, je suis passé un peu j'étais hyperactif, j'avais des troubles de l'attention, j'avais une vie un peu tumultueuse et pas très saine. Et j'occultais un petit peu ce que ma mère... Je voulais pas écouter, c'était pas possible. Alors je partais le plus possible de la maison. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais c'est lourd. Oui, qu'est-ce qui s'est passé chez ma mère? Pourquoi elle pleurait? Pourquoi elle criait? Et je voulais pas savoir. Et moi, je voulais savoir, c'est pour ça que j'ai fait la psycho. Voilà, t'aurais dû me dire. Je voulais comprendre. Je voulais comprendre à la fois les Allemands et ma maman. Comment ça se fait qu'on puisse être aussi violent, aussi, on va dire ça comme ça, c'est un euphémisme. Et comment ça se fait que ma maman souffre autant? Je veux dire, c'était ça ma interrogation. Mais toi, tu fuyais plutôt. Moi, j'étais violent avec moi-même, donc. Parmi les gens qu'on a rencontrés, certains nous disent il y a eu le jour où, une fois, leur mère leur a soit écrit une lettre pour leur raconter ou les a vraiment confrontés. Est-ce que vous avez aussi eu un moment comme ça ou ça s'est plutôt fait, vous, par une forme de quête et d'enquête et de... Non, pas du tout. Il n'y a pas eu un moment comme ça. Après l'affaire Pachot, effectivement, on a commencé surtout elle a commencé à en parler dans les écoles et ça allait de mieux en mieux. Elle rêvait de moins en moins. Et là, on l'a accompagnée, même ses petits-enfants l'ont accompagnée quand elle parlait au Grutli, par exemple. Et là, on a compris tout ce qu'elle avait vécu. Ainsi restée silencieuse sur son passé pendant toutes les années de l'immédiat après-guerre, Noëlla Rouget a, par suite de l'affaire Pachot, témoigné dans les écoles de Suisse romande et accompagné des élèves visiter les camps de concentration. « Je suis une des dernières survivantes de l'enfer, disait-elle. J'ai pu tenir cette promesse, faite à nos mortes, de témoigner autant qu'il m'a été possible de le faire. » Élevée à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite au début 2020, Noëlla Rouget dédiait sa distinction à ses camarades de Ravensbrück. Elle s'éteignait centenaire
quelques mois plus tard, à Genève. C'était quoi d'être les fils de Noëlla Roger au moment où elle faisait cette tournée des écoles, où elle s'exprimait? C'était quoi? C'est difficile à répondre, ça. Il y a une certaine fierté, quand même. Non? Il y avait une certaine jalousie, quand même. Je sais pas. François Rouget. Parce qu'elle était prise un peu de tous les côtés, dans les écoles, dans la télévision, presse. Et j'avais envie d'être tout le temps avec elle. Et c'était pas possible de la suivre partout. Jalousie, c'est vrai, jalousie. Mais comment elle était jalouse? On n'existait pas, en fait. Il y avait, vous savez, à l'église, quand il y avait le premier enterrement, il y avait le Covid, c'était horrible, il y avait tout un protocole qu'il fallait. C'était vraiment très strict. Il y avait l'autorité française, il y avait le représentant de Macron. Et nous, on n'existait pas. On ne pouvait absolument pas modifier un petit point sur le protocole. C'était. En fait, quelque part, on nous a peut-être volé notre. Ça ne nous appartient plus. Ouais, ça ne nous appartient plus. Chère Brigitte et cher Éric, il va de soi que je me tiens volontiers à disposition de vos deux interlocuteurs de Chahut Média, dans l'optique de leur apporter un éclairage personnifié et complémentaire à vos écrits sur ma maman, Manou Kellerer. Avec mes bien affectueuses pensées à vous et aux autres enfants de déportées résistantes. Ces mots sont ceux de Cathy Kellerer, reçus par email en janvier 2024, peu après que Brigitte et Éric Monnier, les auteurs de l'ouvrage Retour à la vie, lui aient fait part de notre désir de la rencontrer, chez elle, à Lausanne. Cathy Kellerer, c'est la fille de Manou Kellerer-Bernitz, résistante et déportée. Avant de la rencontrer, tout ce qu'on savait de la trajectoire de sa mère, on le tenait de Retour à la vie, qui retrace la course de cette native de Niort. Son histoire, on peut la résumer comme suit. Entrée en résistance avec ses parents, tous deux morts en déportation, au sein du réseau de renseignement d'Elbouf Phoenix. Arrestation en 1944, transfert au fort de Romainville, puis au camp de Ravensbrück. La suite se raconte ici, par la voix de sa fille. Ravensbrück, c'était un immense camp, de femmes surtout. Et les Allemands, à ce moment-là, avaient besoin de main-d'œuvre. Alors, ils choisissaient évidemment des jeunes qu'ils sélectionnaient pour aller les faire travailler. Donc, je crois que ma mère est restée environ 1 mois à Ravensbrück et qu'ensuite, elle a eu son nom appelé pour aller justement travailler dans un camp qui s'appelait Schönefeld, tout près de Berlin. Et c'était un camp moins cruel qu'à Ravensbrück. Mais elle travaillait sur l'aéroport Tempelhof, où il y avait une usine de la firme Henkel, les avions. Dans cette usine, elle faisait les 3-8, et ma mère était dédiée aux soudures d'ailes d'avion. Elle qui n'avait évidemment jamais fait ça. Il faut que je vous dise encore une chose, c'est que ma mère a eu la chance de rencontrer au fort de Romainville une jeune personne qui lui a bien plu, qui était là aussi avec sa mère. Et elles ont fait toute la suite ensemble. Elles avaient un tel destin commun avec leur mère que ça a été la bouée de sauvetage de l'une et de l'autre. Et donc, c'est de ce camp proche de Berlin, oui, qu'elle a ensuite été rapatriée à la Libération en Suisse. Quand les Russes sont arrivés, tout d'un coup, elles ont entendu les canons. Donc là, on est autour du 20 avril 1945. Oui. Les Allemands évacuaient. Ils voulaient surtout pas laisser trop de traces et puis ils mettaient les déportés sur les routes. Et c'est ce qui s'est passé pour elles. Simplement, comme c'était un plus petit camp, la discipline était peut-être un petit peu moins rigoureuse et puis l'affolement encore plus grand, il y avait moins d'ordre, etc. Et ma mère a pu, avec un groupe d'autres camarades, s'éloigner de la colonne
et filer pour essayer de se débrouiller. Elles n'avaient qu'une idée, c'est aller vers les Américains. Et elles ont eu la chance de tomber sur un groupe de prisonniers français qui les ont pris un peu sous leur aile. Et donc elles ont fait le trajet jusqu'au Rhin. Elles ont marché, mais en étant protégées. Hein. Et ensuite, une fois qu'elles ont dû prouver, parce que personne ne savait ce que c'était que des déportées résistantes, hein. On ne les croyait pas beaucoup, on les voyait, on se disait mais d'où elles sortent, Recueillie par les Américains après son évasion en 1945, Manu Kellerer, née Bernit, revient à Niort où elle attend ses parents. En vain. Elle trouve alors refuge chez une tante à Paris. Elle veut devenir infirmière, voit ses plans contrariés. Et puis là, elle apprend que la DIR organise des séjours de convalescence en Suisse romande. Et la voilà à Mont-sur-Lausanne. À l'instar de Noëlla Rouget, c'est durant son séjour roman qu'elle rencontre son futur époux. Elle s'installe en Suisse et jamais ne perd le contact avec ses ex-camarades de détention. Alors oui, il y avait pas mal de groupes. C'était surtout à Genève qu'il y avait un noyau avec Noëlla Rouget, qui était alors un moteur de ces associations. Cathy Kellerer, fille de Manu Kellerer-Bernit, résistante française et déportée. Moi, je me rappelle que maman n'aimait pas trop aller. Maman n'aimait pas se mettre en avant. Et puis, oui, elle était un peu secrète, elle se livrait pas facilement. Et puis, il fallait qu'elle se sente en confiance. Puis en groupe, non, ça lui plaisait pas trop. Maman était très discrète. Elle n'en parlait autour d'elle qu'à ses amis de déportation. Elle rencontrait des vraiment très chers amis à Paris, où là, elle évoquait en long et en large leurs souvenirs communs. Et moi, quand j'étais petite, je l'accompagnais assez souvent. J'avais, je sais pas, 5-6 ans. On faisait le voyage à Paris en train, avec le train, avec la fumée, on arrivait noir, enfin... Et moi, je ne réalisais pas toujours tout, mais j'entendais ce qui se disait. Donc, j'ai très vite perçu qu'il y avait quelque chose d'autre. Et puis surtout, il y avait à la maison une bibliothèque avec beaucoup de livres. Il y avait une amie de maman qui faisait des dessins, et puis il y avait tout un recueil avec des dessins qui racontaient la vie au camp. C'était d'ailleurs presque plus marquant que des photos, ces dessins. Ça m'avait un peu hanté. Et c'était à portée de main. Et puis surtout, il y a eu le procès d'Eichmann, toute la traque. Et puis on regardait de tout temps les informations télévisées. Là, je n'ai pas du tout été épargnée comme on épargne un peu maintenant les enfants. Non, de tout temps, j'ai su. Puis après, il y a eu la remise de médailles de maman. La première, c'était la Légion d'honneur en 1962. Et puis ensuite, elle a été décorée comme officier de la Légion d'honneur en 1965. Et ça a renforcé mon idée que ma maman était quelqu'un. Bon, ma mère a été dépressive beaucoup, mais sans en avoir l'air. Moi, petite, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Je voyais qu'elle était un petit peu plus réservée, un peu moins enthousiaste, qu'elle était fatiguée, mais j'en ai pas souffert du tout.
maman n'a jamais quitté totalement le camp. C'est d'autant plus vrai qu'elle y a laissé sa mère. En fait, quand on a vécu une telle aventure extrême, je pense qu'on peut quitter le camp par son corps, mais son âme, elle reste là-bas. Il y a eu trop de choses qui l'ont bombardée, cette âme. Pourtant, maman a quand même réussi plus que d'autres, je trouve, à quitter le camp. Et il y a une chose qui m'avait énormément frappée, c'est qu'une de ses très chères amies, beaucoup plus âgée qu'elle, était morte et avait expressément demandé qu'on la mette dans son cercueil avec sa robe rayée qu'elle avait ramenée à l'époque. Et moi, ça m'avait complètement scotché, ça. Pour moi, ça voulait dire que les Allemands avaient gagné, que même à sa mort, elle n'arrivait pas à surmonter ça. Et ce qui m'a fait un petit peu plaisir, c'est que maman a aussi trouvé ça bizarre. Mais d'un autre côté, c'était la dernière volonté de Yette, et il faut le respecter. Chez Cathy Kellerer, on a également fait la connaissance de Chantal de Choulepnikov, dont la mère, Paul de Choulepnikov-Goubert, était membre d'un réseau de la résistance française durant la Seconde Guerre. Sa mission ? Récupérer les aviateurs abattus ou emprisonnés en France pour les remettre dans le circuit. Héroïque, Paul a également aidé à convoyer des réfugiés juifs hollandais jusqu'à la frontière franco-suisse. Elle fut dénoncée, arrêtée et déportée à Ravensbrück, puis soumise au travail obligatoire dans une usine d'Hanovre, en Allemagne. Peu avant la fin de la guerre, dans un chaos indescriptible, on l'a déplacée encore, cette fois au camp de Bergen-Belsen. Un itinéraire effroyable, dont elle devait bien plus tard consigner les détails dans un texte bouleversant confié à sa fille, Chantal. Comment est-ce que vous recevez ce texte quand vous en prenez connaissance ? Alors, je connaissais ces histoires parce qu'elle nous en avait parlé, bien sûr. Elle en parlait, je ne dis pas qu'elle nous convoquait, ma sœur et moi, pour nous dire, voilà, je vais vous parler de ça. Mais c'était des souvenirs qui revenaient assez fréquemment, dont elle parlait très naturellement. Ah oui, quand on était au camp, il y avait ceci, cela, etc. Et puis, un jour, j'étais donc très largement adulte, je travaillais à Zurich à l'époque, et un jour, elle m'a dit, voilà, j'ai quelque chose à te donner. Et elle m'a donné ce texte qui avait été dactylographié par une personne extérieure. Et j'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé à moi de le faire ? Elle m'a dit, parce que tu es tellement occupée, je ne voulais pas te déranger. Et j'étais un peu triste, je dois dire, c'est ce que je lui ai dit, parce que bien sûr que j'aurais tout abandonné pour le faire. Parce que pour moi, c'était vraiment très important. Mais c'était tout à fait ma mère, elle ne voulait pas s'imposer ou déranger. C'était une femme d'un caractère très fort, je crois que tout ce qu'elle a fait l'a prouvé, mais en même temps très modeste et presque timide. Et elle estimait qu'elle ne devait probablement pas envahir ses enfants avec ses souvenirs de déportation. Donc nous les avons connus, ces souvenirs, et surtout je les ai vécus très fortement lorsque je l'accompagnais aux rencontres d'anciennes déportées, qui étaient assez fréquentes, soit en France, soit en Suisse. Le comble, c'est qu'elles avaient souvent lieu à Vichy, puisque c'était le centre de la France et que tout le monde venait de partout. Et je n'ai jamais vu des réunions plus drôles et plus gaies et plus chaleureuses que celle-ci. Donc j'entendais parler de ça et j'étais très habitée par ce sujet, mais je n'avais jamais lu un texte complet comme celui qu'elle a rédigé en 85. Bergen-Belsen, c'était le camp du désespoir total. Les malheureux qui s'y trouvaient avaient les yeux hagards et semblaient privés de raison.
La plupart l'étaient d'ailleurs. Il s'était mis à pleuvoir, mais sous nos robes râpées, nous ne sentions plus la pluie nous transpercer, exténués que nous étions. Il arrive un moment où le corps, à bout de fatigue, ne sent plus rien. À la nuit tombante, nous avions tout d'abord été suffoqués d'horreur à la vue d'innombrables cadavres. Il y en avait partout, par terre, dans les blocs, attachés au chalit et dans une immense tente qui en contenait 3000, abandonnés là par les Allemands en fuite et encerclés par les Alliés. Ils n'avaient pas eu le temps de les brûler. Et parmi tout cela, couraient des rats. Jamais rien dans l'horreur n'égalera Bergen-Belsen. Dans d'autres camps, on tuait, on brûlait, on exterminait. Mais ici, on laissait faire. Et les déportés mouraient par milliers, sous le regard indifférent des soldats. Un extrait de Mes souvenirs de déportation, Paul de Choulepnikov-Goubert, manuscrit non publié, archives personnelles de Chantal de Choulepnikov. Elle parlait quelquefois de cette vision d'horreur quand elle est arrivée à Bergen-Belsen, c'est-à-dire les monceaux de cadavres. Et il y a une chose qu'elle ne supportait pas, mais pas du tout, c'était ce qu'on appelle maintenant les barbecues, c'est-à-dire l'odeur de la viande grillée, parce que ça lui rappelait ce qu'elle avait connu au camp. Mais je voudrais aussi peut-être parler de l'autre versant, c'est-à-dire elle a aussi écrit dans son texte, si vous permettez, je vais le retrouver, elle a aussi donné quelques points positifs. Par exemple, lors des appels, quand il faisait -20 et qu'on était debout pendant des heures à attendre son nom, elle disait « Je regardais le ciel et les étoiles qui étaient magnifiques dans ce pays du Nord et jamais je n'oublierai ce ciel et ces étoiles. » Et ça m'a toujours frappée, c'est qu'elle ait trouvé moyen d'avoir encore du plaisir lorsqu'elle a fait cette longue marche entre le camp de Hannover, l'usine de Hannover, et le camp de Bergen-Belsen, qui n'était d'ailleurs pas la destination prévue. C'était pas le but, mais enfin, on sait que c'était la fin de la guerre et que tout le monde était un petit peu perdu, en fait, y compris les Allemands, et les Alliés bombardaient, etc., etc. Libéré en 1945, mais malade du typhus, Paul de Choulepnikov est rapatrié à Paris et admise à l'hôtel Lutetia, un palace du boulevard Raspail réquisitionné pour accueillir les déportés. Un temps réfugiée chez des amis, elle se voit offrir de partir en Suisse romande pour un séjour de convalescence. Elle y fera la connaissance de son futur époux. Le couple aura 2 enfants. Paul de Choulepnikov conservera un lien fort avec ses ex-camarades de déportation. Mais sinon avec elle, avec qui parlait de ce qu'elle a vécu. Alors j'ai pu la ressentir très fortement lors de ces rencontres dont je vous parlais. Et je n'ai jamais vu ma mère aussi heureuse qu'en retrouvant ses camarades de déportation. Et j'ai compris petit à petit, parce qu'elle me l'a plus ou moins expliqué, et que je l'ai ressenti aussi en lisant d'autres témoignages, que le retour avait été une chose difficile. Chantal de Choulepnikov. Parce qu'on ne comprenait pas très bien de quoi il parlait quand il parlait de la déportation et de la situation dans les camps de concentration. Et je pense d'autant plus en Suisse, puisqu'on n'avait quand même pas vécu de tout ça de si près. Et je pense que pour elle, c'était absolument essentiel d'avoir un groupe de personnes qui avaient vécu la même chose et avec qui elle pouvait en parler sans aucun tabou, je dirais. Et je pense que ces femmes, elles avaient besoin de vivre aussi pour celles qui n'étaient pas rentrées, parce qu'on parlait aussi beaucoup de celles qui avaient disparu. Et pour elles, c'était, je pense, vraiment ses amies de toujours et pour toujours. Comment aujourd'hui préserver la mémoire de ce que votre mère a traversé, vécu, écrit ? Alors je pense en continuant à m'intéresser au sujet, en parlant autour de moi, et aussi en essayant
de me rendre digne d'elle et d'être à la hauteur, si je puis dire, de tout ce qu'elle a fait et de tous les sacrifices qu'elle a fait. Parce que en relisant les récits, en particulier celui de Saint-Jean, qui était dans ce réseau, je vois mieux tout ce que ça implique au jour le jour comme difficulté, comme peur, comme terreur, je dirais même, d'être repéré, que les gens dont on s'occupe et qu'on doit convoyer soient repérés, et ainsi de suite. Et ma mère a été, je pense, une héroïne, certainement, mais en même temps, elle disait, à cette époque, on vivait. Elle avait vraiment le sentiment d'être utile probablement à quelque chose. Et souvent, elle parlait de ces années de guerre où elle se déplaçait avec son vélo qu'elle adorait, que j'ai gardé bien sûr, dans Paris. Des petites farces qu'on pouvait faire aux Allemands innocemment. Et je pense que malgré toutes ces difficultés, ces peurs qu'elle a dû avoir, elle a aimé faire ce qu'elle avait fait. Et je pense qu'elle n'a jamais eu aucun doute sur la mission, il me semble. C'est la fin de cette série podcast. Merci de l'avoir suivi. Nous souhaitons saluer le plus chaleureusement possible les invités de cet épisode pour leur formidable accueil et pour leur confiance. Notre reconnaissance également au couple Éric Monnier et Brigitte Etchaké-Monnier pour l'aide précieuse qu'il nous a apportée. À toute fin utile, on vous rappelle les références de leur ouvrage clé « Retour à la vie, l'accueil en Suisse romande d'anciennes déportées françaises de la Résistance », publié en 2013 aux éditions Alphil. Tous les épisodes de À la frontière sont disponibles sur le site de Chahut Média, chahut.ch, ainsi que sur l'ensemble des plateformes de streaming. N'hésitez pas à recommander ce podcast ou encore mieux à le partager. Pour nous, ça fait toute la différence. À la frontière. À la frontière, une série documentaire podcast Chahut Média. Interview et réalisation David Brun-Lambert et Carole Harari. Musique originale Léonie Pernet. Ce programme a été rendu possible grâce au précieux soutien de la Loterie Romande, de la Fondation philanthropique Famille Sando et de la commune de Montreux. En partenariat avec la Bibliothèque de Genève et la Maison de l'Histoire, Université de Genève. Et vous dire aussi, si comme nous, à l'écoute de cette série, vous vous êtes posé la question de savoir comment se passe aujourd'hui l'accueil des réfugiés, adultes ou mineurs en Suisse, on vous propose d'aller découvrir sur le site de Chahut Média, chahut.ch, une mini-série conçue en partenariat avec asile.ch qui résume ce qu'il faut savoir de l'accueil et des droits des réfugiés en Suisse aujourd'hui.